Après avoir vu l'importance de Bellori pour la question de la description des œuvres d'art, c'est essentiellement sur ce point que j'ai retenu votre attention assez longuement sur Bellori. Nous avons vu comment la question de la description, finalement la question de la naissance d'un genre littéraire qui va se trouver peu à peu intégré dans la narration historique, est tout à fait essentielle dans le développement d'une histoire de l'art et l'émancipation, je dirais, d'une histoire de l'art par rapport à l'histoire. À propos de cette question de la description, je vous avais dit, d'une manière un peu allusive, que ces descriptions textuelles, langagières, devaient être entendues soit en l'absence totale de l'œuvre dont elles rendaient compte, qu'elles décrivaient, soit encore en présence d'une gravure de reproduction. Mais vous voyez bien ce qu'une gravure de reproduction peut représenter par rapport à des cycles aussi importants que ceux du Palais Farnèse ou encore de Sant'Andrea della Valle, dont j'ai parlé assez longuement. Donc la description n'est pas simplement une transcription de la gravure d'illustration, tout comme la gravure d'illustration ne rend qu'un schéma général, une iconographie, et on pourrait dire restitue à peu près le dessin de l'original. Cette question de l'illustration ou de la gravure, en tout cas servant de support pour l'examen d'une œuvre peinte, pose en fait le problème général de la gravure de reproduction et de son importance dans la naissance du livre d'art, selon le titre fameux qu'avait donné à son essai Francis Haskell. C'est pourquoi j'aimerais, mais d'une manière brève, parce que le temps commence à me manquer, évoquer ce que l'on peut considérer comme étant la première histoire universelle de l'architecture. Une histoire universelle de l'architecture qui est due à un architecte et qui est un ensemble de planches gravées reproduisant des monuments. Alors, soit des monuments célèbres de l'histoire de l'architecture, ou en tout cas considérés comme étant, par exemple, les merveilles du monde, les 7 merveilles du monde, ou encore des reproductions de bâtiments conçus par l'auteur même du livre. Alors, cette question est importante parce que c'est d'abord la première tentative de ce genre, c'est la première fois qu'un auteur prétend embrasser la totalité de l'histoire de l'architecture à toutes les époques. C'est évidemment un projet extrêmement ambitieux qui n'a pas abouti, cela va de soi, mais qui a tout de même donné un livre dont les imperfections, les manques doivent être analysés. Je ne le ferai pas ici, je n'en ai pas le temps. Et cet auteur est un architecte, historien aussi, viennois, qui s'appelle Johann Bernhard Fischer von Erlach, né en 1656 et mort en 1723. Cette première histoire de l'architecture est publiée à Vienne en 1721 sous le titre allemand Entwurf einer historischen Architektur, ça veut dire en d'autres termes projet d'une architecture historique. Les planches sont de grande taille, elles font un format à l'italienne, 43 cm sur 33 cm de haut, donc ce sont des planches extrêmement lisibles, d'une très grande qualité, extrêmement soignées, et cet ouvrage est divisé en 5 parties. Et j'énonce simplement les contenus, les titres que Fischer von Erlach donne à ces 5 parties. Le premier livre contient des monuments dus aux anciens juifs, égyptiens, syriens, perses et grecs. Le deuxième parle de quelques monuments inconnus chez les Romains. Le troisième de monuments arabes et turcs, mais aussi de Perse, du Siam, de Chine et du Japon. Vous voyez jusqu'où s'étend son intérêt.
Le quatrième parle des propres conceptions de l'auteur. Alors ça, c'est évidemment très intéressant, c'est-à-dire que dans une histoire générale de l'architecture, où manquent des architectes d'une très grande importance pour l'histoire de l'architecture, il y a Fischer von Erlach. Il prend place dans ce récit lui-même. Et enfin, la cinquième et dernière partie est consacrée à des vases antiques et des vases aussi, des objets dus à l'invention de l'auteur, à la conception de l'auteur lui-même. Alors voici un extrait de la préface où il définit un petit peu son objectif. On croit pouvoir se flatter que cet essai d'une architecture diversifiée ne plaira pas seulement aux yeux des personnes curieuses et de bon goût, mais aussi à leur esprit, et qu'il pourra donner occasion à cultiver de plus en plus les sciences et les arts. C'est important de noter là que l'architecture est à la rencontre, se situe à la rencontre des sciences et des arts. L'histoire même y trouvera des moyens sûrs de soulager la mémoire des lecteurs et aussi de leur exprimer les choses d'une manière plus claire et plus distincte qu'elle ne pourrait le faire par les descriptions les plus étudiées. Il met ici en balance la description et la restitution gravée d'un monument. Il est vrai que la question de la description, lorsque je l'ai abordée avec des auteurs comme Bellori, elle était posée devant des situations très particulières, c'est-à-dire il s'agissait de descriptions de tableaux ou de cycles de peinture, donc de représentations bidimensionnelles. Avec l'architecture, nous sommes dans un tout autre cas où la description elle-même pose d'innombrables problèmes de mise en ordre, à la fois de mise en ordre, mais aussi des problèmes techniques, de vocabulaire, de compréhension. Comment le lecteur d'une description architecturale peut-il véritablement comprendre ce que le descripteur raconte? Donc la description de l'architecture pose d'innombrables problèmes parce que c'est évidemment dans les trois dimensions qu'il faut tenter d'être relativement fidèle à ce qu'on décrit. Et donc la gravure est évidemment infiniment plus éloquente et offre bien plus rapidement à celui qui la regarde une certaine intelligibilité du monument. Alors, je m'arrête là pour Fischer von Erlach, qui mériterait un très long développement. C'est un moment tout à fait important. Rappelez-vous cette date, 1721, d'une première histoire universelle dans le domaine de l'histoire de l'art. Finalement, c'est de ça qu'il s'agit, puisque l'architecture fait évidemment partie de l'histoire de l'art. Cette tentative n'a évidemment été sans doute possible que parce que Fischer von Erlach a, d'une manière extrêmement subjective, très personnelle et très autoritaire, conçu cette histoire uniquement à partir de sa propre lorgnette, si je puis dire. À présent, je voudrais revenir à un problème que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, qui est comme une sorte de fil rouge dans ce cours, c'est la question de la réévaluation du Moyen-Âge. En effet, je l'ai déjà dit, mais il y a des choses que j'aime répéter. J'ai déjà dit que, à propos de Vasari en particulier, qu'on ne pouvait pas considérer que Vasari avait véritablement écrit une histoire de l'art, d'abord parce que lui-même nous dit bien qu'il s'agit de vie, donc de biographies singulières ajoutées les unes aux autres, mais aussi parce qu'il laisse de côté un immense territoire de l'histoire de l'art qui est le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pour lui, entre l'Antiquité et Giotto ou Cimabue, un immense abîme dans lequel il considère qu'il faut précipiter toutes les productions artistiques de ces siècles. Donc une histoire de l'art n'est véritablement envisageable qu'à partir du moment où il n'y a plus ces lacunes, où il n'y a plus ces grandes failles, ces grands manques, ces lacunes immenses, ces territoires désertiques,
et où, au contraire, on arrive à restituer une histoire depuis, je dirais, les origines antiques. Ces origines antiques sont constamment, évidemment, évoquées par les auteurs dont j'ai parlé, comme les modèles, en effet. Et puis ensuite, on ne saute pas directement à la Renaissance, mais on fait pas à pas, on évolue dans le temps, en passant par l'époque paléochrétienne, puis par toutes les phases de l'art médiéval. Je vous ai dit combien Giulio Mancini était une personnalité importante parce qu'il était en fait le premier à avoir véritablement tenté une nouvelle périodisation de l'art, de nouvelles séquences introduisant ces phases médiévales. Alors on revient d'ailleurs à Mancini, on va revenir à ce milieu romain avec les auteurs dont je vais parler aujourd'hui, aussi bien Mabillon que Bernard de Montfaucon. Alors c'est en fait ce Moyen-Âge le domaine d'une nouvelle forme d'érudit, un nouveau type d'érudit qui va se dessiner au cours de cette époque, au XVIIe et au XVIIIe siècle surtout, aussi bien en France qu'en Angleterre et qu'en Italie et en Allemagne. Ce nouveau type d'érudit, c'est l'antiquaire. Alors quand je parle ici de l'antiquaire, je le précise, il ne s'agit pas d'entendre sous ce terme la profession que nous connaissons aujourd'hui, mais l'antiquaire, à ce moment-là, c'est celui qui étudie l'Antiquité, ou qui étudie en tout cas le passé. Dans les dictionnaires de l'Académie, les antiquaires sont en effet considérés au XVIIe et au XVIIIe siècle comme des savants dans la connaissance des monuments antiques. Savants dans la connaissance des monuments antiques. Et dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, l'antiquaire est plus précisément aussi recouvre en fait des activités très diverses. Est considéré comme antiquaire celui qui est un calligraphe ou un copiste de manuscrits anciens, mais aussi celui qui mène une activité de guide érudit, par exemple en Grèce et en Italie, montrant et expliquant les monuments et les inscriptions d'une ville aux visiteurs étrangers. Donc vous voyez comment l'antiquaire recouvre différentes activités. Peu à peu, cette définition va se réduire de plus en plus à celui qui s'intéresse au passé, pas seulement d'ailleurs au passé antique, mais justement aussi au passé médiéval. Et nous revenons par là même aux mauristes, à cet ordre de Saint-Maur, c'est un ordre bénédictin, dont le foyer principal d'activité se situait non loin d'ici, à Saint-Germain-des-Prés. Et ces mauristes, je les ai déjà évoqués à propos justement de Giulio Mancini et du travail des antiquaires romains autour de Saint-Pierre de Rome notamment. Alors, on peut leur imputer à ces mauristes une grande responsabilité dans la découverte du Moyen-Âge, c'est exact, mais en même temps, cette découverte du Moyen-Âge, telle qu'elle est, j'allais dire, pratiquée par ces bénédictins à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, ne peut évidemment pas être comparée à la découverte du Moyen-Âge qui va être celle du XIXe siècle. En fait, je n'aurai cesse de le redire, il y a des Moyen-Âges. On ne peut pas considérer qu'il y a le Moyen-Âge et que ce Moyen-Âge authentique, substantiel, aurait été ensuite découvert avec plus ou moins de précision, selon les époques, par tel ou tel savant. Il y a des Moyen-Âges, ce sont des visions différentes d'une époque éloignée. Alors la question qui est au centre du travail des mauristes, c'est celle de l'authenticité des sources diplomatiques. L'authenticité des sources diplomatiques, j'ai déjà évoqué cette question à propos de Mancini et de Baroni et de ce milieu romain. Et cette question, chez les mauristes, est étroitement liée à la légitimation de la place historique de l'ordre bénédictin. Donc, tout ce travail de recherche est en fait mené avec une visée particulière, c'est
cette légitimation de la place historique de l'ordre bénédictin, en particulier par rapport aux jésuites. Alors, les témoins du Moyen-Âge sont évidemment pour les moristes des textes, ça va de soi. Ce sont des sources diplomatiques, ce sont des archives écrites, mais ce sont aussi, et c'est là un point très important qui nous permet d'accentuer ce parallèle avec les Baroni et Grimaldi et autres savants du milieu de la curie papale, ce sont aussi les témoins visuels du Moyen-Âge qu'il convient de prendre en compte. Les témoins visuels. Quels sont ces témoins visuels? Les sceaux, les médailles, les inscriptions lapidaires et la sculpture monumentale. Vous voyez que je n'y inclus pas l'architecture. Les moristes n'y incluent pas l'architecture. Mais tout ce qui est figuré, et vous comprendrez très vite pourquoi l'architecture n'y est pas, tout ce qui est figuré, c'est-à-dire tout ce qui représente des scènes ou des personnages. Et ces témoins visuels sont considérés comme l'équivalent des témoins écrits, enfin des sources écrites. Et par conséquent, on voit très vite comment ce qui intéresse les moristes dans les arts, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui l'iconographie. L'iconographie, c'est-à-dire, en effet, que représentent ces images. Et cette iconographie est mise au service de la datation et de l'identification des personnages ou des événements. Donc voilà comment un document visuel peut devenir un document historique si on interprète ces scènes pour les dater, pour les insérer, pour les intégrer dans une séquence historique donnée. Donc vont intervenir aussi bien les costumes, les types de coiffes, l'inscription elle-même, l'épigraphie elle-même, etc. Donc pour procéder en fait à des analyses convaincantes de ces images, il faut faire appel à d'autres considérations qui n'ont plus rien à voir avec les textes. Lire un document visuel, quel qu'il soit, ce n'est pas simplement faire la même chose que de lire un document écrit, c'est évident. Par exemple, les moristes se sont beaucoup intéressés à la sculpture, je l'ai dit et je vais encore le redire, mais ils n'ont pas trouvé pour l'analyse de la sculpture l'équivalent de cette méthode efficace qu'ils ont mise au point pour l'analyse des textes, pour l'analyse en particulier de l'écriture. Il y a parfois des recoupements entre l'interprétation d'un texte écrit à cause de l'analyse de l'écriture et l'interprétation d'une image en relevant certains éléments que nous appellerions aujourd'hui stylistiques. Mais ces recoupements sont très rares. Par exemple, les moristes ont mis au point, en effet, un procédé, des exigences, pourrait-on dire, pour détecter les faux en écriture ou dans les textes diplomatiques, les interpolations, identifier les modes et les styles d'écriture. Eh bien, tout cela n'a pas été fait, par exemple, pour la sculpture. On aurait pu imaginer que là aussi, on s'intéresse à interpréter ce qui peut être considéré comme un ajout à une sculpture ancienne, ou ce qui peut être considéré comme l'équivalent d'une interpolation dans les textes, ou encore, évidemment, identifier le style. Cependant, ils intègrent ces objets visuels dans le champ des témoignages directs, contemporains du passé. Voilà, en fait, c'est ça qui importe, c'est de prendre en compte le fait que ces témoins visuels sont importants parce qu'ils sont contemporains de ce passé qu'on s'efforce d'étudier. Et pour prendre, je crois, toute la mesure de l'importance de leurs travaux, nous devons examiner la véritable révolution que constituent leurs travaux, en particulier ceux de Jean Mabillon, qui bouleversent la conception de l'histoire et la définition de l'historien. Je m'arrête donc à cette figure exemplaire de Jean Mabillon, dont un buste orne encore aujourd'hui l'abbatiale, plus exactement, de Saint-Germain-des-Prés. Jean Mabillon, né en 1632, mort en 1707, appartient donc à ces congrégations de Saint-Maur, à ces érudits
qui s'intéresse à la paléographie et à la diplomatique. Je voudrais juste faire un rapide écart par rapport à ce que je suis en train de dire sur le plan chronologique. Les mauristes se sont illustrés par des publications nombreuses sur l'histoire de certaines abbayes bénédictines en général, ou appartenant à la congrégation de Saint-Maur, évidemment, elle-même. Et ainsi, par exemple, en 1717, paraît un ouvrage qui porte un titre intéressant par rapport à la fortune que va connaître le voyage, et en particulier le voyage pittoresque au XIXe siècle, paraît donc en 1717 « Voyage littéraire de 2 religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur ». Voyage littéraire de 2 religieux bénédictins. Et ces 2 religieux sont Don Marten et Don Durand, qui visitent en quelques mois, tenez-vous bien, 100 évêchés et 800 abbayes. Peut-être avait-il un peu le sens de l'exagération, mais enfin, il semble que c'est peut-être vrai dans la mesure où parfois leurs étapes ont été extrêmement brèves. Cependant, un livre comme celui-là n'apporte pas grand-chose à la connaissance des monuments. Il s'intéressait en fait essentiellement aux chartes et à l'étude de l'authenticité des chartes. C'est encore, après les travaux de Mabillon, en même temps que les travaux de Montfaucon, le témoignage de ce que pouvait être la visée de certains de ces mauristes qui avaient toujours en vue de rétablir la vérité historique. Mais j'en reviens à Mabillon, qui est, lui, vraiment pour nous un personnage absolument essentiel. En 1681, il publie le De Re Diplomatica Libri VI, donc l'ouvrage fondamental dont je vais parler plus longuement, qui va véritablement révolutionner l'histoire. En 1684, Méthode pour apprendre l'histoire, et en 1691, Traité des études monastiques. C'est dans ces 3 textes essentiellement que nous trouvons l'affirmation d'une doctrine et d'une véritable philosophie de l'histoire. Marc Bloch, le grand historien fondateur des Annales, avec Lucien Febvre, avait considéré que 1681, donc la date de publication de De Re Diplomatica, est une grande date, je cite, dans l'histoire de l'esprit humain. Avec cette publication, dit Marc Bloch, la critique des documents d'archives fut définitivement fondée. Et c'est évidemment un trait essentiel dans la construction de l'histoire scientifique et de l'histoire encore du XXe siècle qui repose sur cet examen des sources, des documents d'archives. Alors, ce qu'il faut aussi peut-être rappeler pour le climat intellectuel de cette époque des années 1680-1690, les 2 dernières décennies du XVIIe siècle, c'est que domine une sorte de pyrrhonisme, c'est-à-dire une sorte de scepticisme généralisé, sur un fond de cartésianisme. Je crois que cette image est assez révélatrice de l'état d'esprit de cette époque. Ce sont 2 choses apparemment contradictoires, mais qui caractérisent vraiment l'esprit du temps. Et c'est pourquoi je me dois de vous citer au moins 2 textes importants de René Descartes, car ce cartésianisme que je viens d'évoquer est évidemment important pour la redéfinition de l'histoire et de ses méthodes par des hommes aussi bien comme Mabillon que comme Bernard de Montfaucon. En particulier, dans le discours de la méthode, et je vous rappelle le titre complet de l'ouvrage de Descartes, « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences », 1637. Je
l'autre texte après. Le premier précepte, est-il dit dans la deuxième partie, était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Au fond, c'est l'intuition qui saisit une vérité, comme évidente ou non. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qui se pourraient et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. Et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Et le dernier point, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Cette méthode que préconise Descartes, d'abord par rapport à la vérité, donc ça c'est le premier point que j'ai souligné, très important. Le second, la division de la difficulté en sous-difficultés, si vous voulez. C'est ça la question des parcelles, ce qui permet de mieux résoudre cette difficulté. En fait, on voit comment le modèle de cette méthode est vraiment un modèle mathématique. Et puis, commençant par les objets les plus simples, on peut remonter vers la difficulté, mais on l'abordera différemment que si on part de la difficulté, si on s'abîme, je dirais littéralement, dans les questions les plus difficiles. Et cette idée de degrés successifs, de paliers par rapport auxquels il faut progresser, est une idée tout à fait essentielle. Et puis, il y a un autre passage cette fois-ci des règles pour la direction de l'esprit. Dans les règles pour la direction de l'esprit, au fond, d'une certaine manière, il est précisé comment cette méthode doit être appliquée, avec d'autres termes. Toute la méthode réside dans la mise en ordre et la disposition des objets, vers lesquels il faut tourner le regard de l'esprit pour découvrir quelques vérités. Je dirais presque ici que le modèle, certes, est toujours mathématique, mais il est aussi géométrique. La mise en ordre et la disposition des objets, c'est une sorte de topographie mentale. Et nous l'observerons fidèlement si nous réduisons par degrés les propositions complexes et obscures à des propositions plus simples. Et si ensuite, partant de l'intuition des plus simples de toutes, nous essayons de nous élever par les mêmes degrés jusqu'à la connaissance de toutes les autres. C'est en ce seul précepte que se trouve l'essentiel de toute la ressource humaine, et cette règle doit être suivie par qui veut accéder à la connaissance des choses aussi fermement que le fil de Thésée par qui voulait pénétrer dans le labyrinthe. Nous allons voir que dans la conception de l'examen des sources diplomatiques que préconise Mabillon, il est procédé de cette façon. C'est-à-dire, en effet, on passe par degrés des propositions les plus simples, enfin des plus complexes, pardon, aux plus simples, par subdivision successive. Et Descartes, dans un autre passage de La recherche de la vérité, oppose le jugement maîtrisé à la curiosité. La curiosité, c'est l'intérêt, nous dirions aujourd'hui, du dilettante, mais d'un dilettante véritablement intéressé, non pas d'une sorte de papillon qui passe d'une fleur à l'autre, mais quelqu'un qui a de l'intérêt pour des domaines très divers, dont l'art, dont les œuvres d'art, mais dont aussi les témoins des sciences naturelles, les animaux, les minéraux, la faune et la flore, etc. Il dit en effet qu'en opposant ce jugement maîtrisé à la curiosité, la différence qu'il y a entre les sciences et les simples connaissances qui s'acquièrent sans aucun discours de raison
Et que range-t-il parmi ces simples connaissances? Les langues, l'histoire, la géographie. On peut y ajouter l'art. Généralement, tout ce qui ne dépend pas de l'expérience seule. Donc il y a là deux formes de connaissances, d'une certaine manière, mais le jugement maîtrisé est réservé au domaine des sciences. C'est aussi que cette fin du XVIIe siècle, le moment où on se penche sur les textes pour être sûr de les interpréter avec justesse. C'est ce qu'avaient fait les réformateurs au XVIe siècle, qui avaient considéré qu'il faut d'abord commencer par prendre en main les textes, en particulier la Bible, pour voir si son interprétation, dans quelle mesure son interprétation ne repose pas sur des convictions ou sur des a priori fautifs. Et c'est ainsi que l'oratorien Richard Simon écrit une histoire critique du Vieux Testament en 1678 et une histoire critique du texte du Nouveau Testament en 1690. Donc ces travaux sont en partie antérieurs à ceux de Jean Mabillon. Et voilà ce que dit Simon. Il est impossible d'entendre parfaitement les livres sacrés, à moins qu'on ne sache auparavant les différents états où le texte de ces livres s'est trouvé, selon les différents temps et les différents lieux. Les différents états des textes. Donc un examen des textes qui doit précéder la décision, l'arrêt définitif sur un texte qui serait considéré comme le bon texte, le vrai texte. C'est toute la question de la vérité que posait aussi Descartes. Donc d'abord critique d'authenticité, puis on écarte selon Simon toutes les considérations d'ordre esthétique, toute appréciation d'ordre esthétique et moral. La critique s'appuie d'abord sur la philologie, qui reste depuis la Renaissance, depuis l'humanisme, la science majeure, et cette exigence de critique, on pourrait dire d'herméneutique, de la part de l'oratorien, lui vaudra d'ailleurs l'exclusion de l'oratoire et de fortes critiques de la part de Bossuet. Alors j'en reviens à Mabillon. Et je voudrais essayer de définir sa conception de l'histoire. Alors tout d'abord, il privilégie, évidemment, au départ, l'histoire ecclésiastique. N'oublions pas que tout de même ses écrits sont d'abord destinés à des moines, c'est quand même un objectif central pour lui, donc l'histoire ecclésiastique est essentielle. Mais avec l'histoire, d'une manière plus générale, pense Mabillon, on forme la prudence. C'est aussi une idée humaniste, une idée qui remonte au XVIe siècle. Former la prudence de l'homme par la considération des événements passés, c'est là que l'on voit, comme dans un miroir, dit Mabillon, l'inconstance des choses humaines. Donc, pour affermir cette vertu qu'est la prudence, il faut observer là où elle n'a pas été respectée, là où elle n'a pas été une des caractéristiques de l'action humaine. Mais en même temps, cette histoire ecclésiastique, constate Mabillon, est constamment mêlée à l'histoire profane. On ne peut donc pas connaître l'histoire ecclésiastique si on n'ajoute pas à cette histoire la connaissance de l'histoire romaine, des empereurs, par exemple, ou la connaissance de l'histoire de son propre pays. Étudier l'histoire, écrit Mabillon, c'est étudier les motifs, les opinions et les passions des hommes, pour en connaître tous les ressorts, les tours et les détours, enfin toutes les illusions qu'elles savent faire à l'esprit et les surprises qu'elles font au cœur. En lisant ce passage, on n'a pas l'impression que c'est un bénédictin qui l'écrit. En un mot, c'est apprendre à se connaître soi-même dans les autres.
c'est trouver dans les saints et dans les personnes vertueuses, donc on ajoute les personnes vertueuses, de quoi s'édifier, et dans les méchants et les vicieux, ce que l'on doit éviter, et comme il faut se comporter dans les événements avantageux ou désavantageux. J'insiste sur cette phrase. En un mot, c'est apprendre à se connaître soi-même dans les autres. N'était-ce pas le projet de Montaigne et n'est-ce pas aussi ce que revendique Bossuet dans son Histoire universelle dédiée au dauphin? Une des premières choses que l'on doit observer dans l'histoire est de se défendre de l'erreur. Est de se défendre de l'erreur où l'on tombe en prenant le faux pour le vrai et en épousant la passion des auteurs, les passions des auteurs. Alors voilà, les deux domaines sur lesquels Mabillon veut que l'historien exerce toute sa vigilance, à la fois ne pas prendre le faux pour le vrai et ne pas épouser les passions des auteurs. Nous avons déjà entendu parler de cela, rappelez-vous, au XVIe et au XVIIe siècle, cette question de la subjectivité excessive dont l'historien pourrait faire preuve, et cette subjectivité ne peut venir que de ses propres passions. Ce seraient ses propres passions qui, d'une certaine manière, coloreraient son récit. En 1999, je dis bien 1999, a été publié par Blandine Barré-Krigel un texte important de Mabillon, auquel on a donné le titre « Brève réflexion sur quelques règles de l'histoire ». Et ce texte était resté inédit. Et le commentaire de Blandine Barré-Krigel est extrêmement intéressant parce qu'elle définit la science de l'histoire qu'énonce Mabillon. Alors, l'enjeu de ce texte est le même que les autres, c'est-à-dire il s'agit toujours de l'histoire de l'ordre de Saint-Benoît, mais en même temps, vous voyez aussi l'allusion qui est faite dans ce titre, brève réflexion sur quelques règles de l'histoire, à ces règles pour la direction de l'esprit de Descartes. Mabillon renverse le rapport traditionnel, au fond, entre la science et la foi, extrêmement important, le rapport traditionnel entre la science et la foi, en soumettant l'histoire et sa narration comme sujet à l'histoire et sa vérité comme objet. Donc, il y a là en effet un véritable renversement fondamental. L'histoire et sa vérité comme objet devient le sujet principal, devient l'objectif principal de l'historien. La narration est considérée, je dirais presque a priori, comme suspecte en elle-même. Rechercher la vérité, c'est aussi le travail d'un tout autre domaine que celui de l'histoire et de l'historien, c'est le travail du droit et du juriste, ou du juge, si vous préférez. Et on peut dire que le déploiement de l'histoire savante a pour contexte la construction de l'état de droit. C'est ce que souligne Blandine Barré-Krigel. Les deux premières règles sont pour Mabillon l'amour de la vérité et la sincérité. Donc l'amour de la vérité, cela maintenant nous l'avons compris, mais la sincérité, c'est précisément la capacité non seulement de dire objectivement, sincèrement ce que nous savons, mais c'est aussi de rejeter le poids des passions, rejeter tout ce que les passions peuvent introduire comme moyen de fausser le jugement. Et pour atteindre à la vérité, il faut donner les originaux des choses, dit Mabillon. Les originaux des choses, c'est-à-dire les originaux des textes. Remonter aux textes originaux, nous verrons selon quelles règles on peut y parvenir. Et la religion, dit Mabillon, ne peut que profiter d'une connaissance plus parfaite de l'Antiquité chrétienne. Elle n'a peur
ni de la lumière, ni de la vérité. Cette antiquité chrétienne, c'est précisément ce qui intéressait les Mancini et Baroni à Rome. La peur ni de la lumière, ni de la vérité. Alors, cette sincérité, en effet, incite à dire si les choses sont fausses, si elles sont vraies, ou encore si elles sont douteuses. Dire que quelque chose est douteux fait partie du travail de l'historien. C'est-à-dire on n'est plus dans un discours qui est entièrement structuré par l'affirmation d'une vérité ou l'affirmation d'une erreur, mais que le doute est en lui-même, j'allais dire scientifique, de nature scientifique. Le doute. Il y a pour lui des degrés de certitude dans l'histoire. Et l'historien lui-même dépend entièrement de l'état de sa documentation. Il a par conséquent une responsabilité publique, une responsabilité civique. Alors, on pourrait dire aussi que, bien sûr, chez Descartes, le doute était universel, radical, mais provisoire. Pour Mabillon, les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière. Il reconnaît le progrès des connaissances, déjà. Le progrès des connaissances, et par conséquent, il reconnaît l'existence d'un savoir cumulatif. À ce que l'on savait s'ajoute ce que l'on sait. Donc les choses progressent de cette manière. Et il faut soumettre toute interprétation historique au discrimen veri ac falsi, qu'est la source elle-même. C'est-à-dire la source doit être, dans la source doit être dégagé ce qui est vrai de ce qui est faux, ou encore une fois de ce qui est douteux. Un autre point est au cœur du débat sur la vérité historique, à la fin de ce XVIIe siècle, c'est la question du témoignage. La question du témoignage. Que vaut le témoignage ? Que vaut le témoignage soit oral, soit écrit. Donc celui qui a assisté à une scène, à un événement historique, est-il crédible ? Jusqu'à quel point l'est-il ? Mabillon va se préoccuper de cette question. Vous allez voir dans quels termes et comment, du point de vue méthodologique. En tout cas, ce problème du témoignage est contemporain de la mise en cause de l'histoire savante, et dans le monde laïque et au sein de l'Église. Par exemple, Malebranche, dans La recherche de la vérité, considère que l'érudition est une perversion mentale. On est presque déjà dans un discours nietzschéen. Nietzsche va dénoncer à la fin du XIXe siècle l'histoire comme une accumulation érudite qui empêche l'homme de vivre. Eh bien, ici, il y a un peu une idée comme cela, c'est évidemment très audacieuse, que je fais là un parallèle entre Malebranche et Nietzsche. Mais enfin, Malebranche, en tout cas, est convaincu qu'il faut renoncer à cette érudition au profit d'une connaissance beaucoup plus saine de l'histoire du passé. Alors, la question se pose vraiment à cette époque. Est-ce que l'érudition, est-ce que l'histoire savante nous apporte quelque chose ? C'est un des arguments des modernes par rapport aux anciens, dans la querelle des anciens et des modernes, de dire, mais le savoir, au fur et à mesure que nous progressons dans le temps, est toujours plus étendu, est toujours plus abondant à propos de tel ou tel problème que les anciens déjà avaient évoqué. Donc nous savons forcément plus que les anciens. Donc, d'une certaine manière, les modernes sont supérieurs aux anciens. Eh bien, à propos de telles interrogations, Malebranche nous dit non, le savoir est une perversion, l'érudition est une perversion, il faut revenir à un savoir plus essentiel, qui est la connaissance des anciens eux-mêmes.
Alors pour l'historien tel que Mabillon le définit, tous les actes humains, au fond, ont un sens. Ils sont tous en mesure d'accomplir la rédemption. L'idée de progrès de la connaissance est liée à l'idée du progrès de la condition humaine. Voici ce qu'il dit dans le traité des études monastiques. Savoir, c'est connaître les choses par leurs causes et leurs principes. Ainsi, savoir, c'est connaître les hommes qui en fournissent la matière. C'est juger les hommes sainement. Étudier l'histoire, excusez-moi, j'ai fait des abréviations que je n'ai pas corrigées. Étudier l'histoire, c'est étudier les motifs, les opinions et les passions des hommes pour en connaître toutes les réussites, les tours et les détours, enfin toutes les illusions qu'elles savent faire à l'esprit et les surprises qu'elles font au cœur. En un mot, c'est apprendre à se connaître soi-même dans les autres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure l'importance des témoins visuels. Je vais y venir maintenant un peu plus précisément. Parmi les œuvres d'art les plus souvent sollicitées par les mauristes pour compléter leur connaissance du passé, il y a les médailles, les sceaux, les monnaies et donc les sources écrites. Alors, les voyages de Mabillon et de Montfaucon en Italie ont joué un très grand rôle dans la formation de cette exigence nouvelle du témoin visuel. C'est là qu'ils ont eu des contacts avec les successeurs de Baroni, rappelez-vous ce que j'avais dit à propos de Mancini, et c'est là que les deux Français ont appris quel usage, au fond, on pouvait faire des œuvres d'art. Je l'ai dit, c'est à Saint-Germain-des-Prés que s'est formé un groupe de savants mauristes travaillant sur les sources de l'histoire, des saints et de l'histoire des martyrs, l'histoire des pères de l'Église, de la liturgie et de l'ordre bénédictin. Il y avait là des personnalités comme Claude Estienneau, Thierry Ruinart, Michel Félibien d'Avaux, Jean Mabillon et Bernard de Montfaucon. Rien que l'énoncé de ces noms nous montre à quel prestigieux cénacle nous avons affaire. À l'abbaye se trouvait en effet un immense ensemble d'archives, et on voit comment ces savants passent peu à peu de l'histoire, de l'intérêt pour l'histoire de l'Église à l'intérêt pour l'histoire de la politique et de la culture. Alors Mabillon veut asseoir les bases méthodiques pour la recherche historique, antiquaire et juridique. Donc on voit vraiment comment il s'est approprié le modèle romain. Rappelez-vous l'importance justement du droit dans les questions qu'avaient abordées déjà Mancini et des antiquaires comme Grimaldi et Baroni. Alors, dans le 3e chapitre de son livre, Mabillon énonce les principales lignes de sa méthode. Alors, je vais les résumer. Il y a 6 points au total qui nous montrent comment on entre dans une véritable méthodologie que les historiens devaient pouvoir appliquer, et dans le cercle des mauristes, cela a été ainsi fait. Alors, premier point, la vraie étude des sources anciennes nécessite des connaissances et une grande prudence. Des connaissances, nous voyons lesquelles, nous allons voir précisément lesquelles, connaissances précisément permettant de distinguer un texte authentique d'un texte faux. Et prudence, justement, c'est cette prudence qui permet d'avancer dans ces jugements. Deuxièmement, conformément aux règles du droit civil et du droit canon, il faut vérifier l'authenticité des sources historiques. Par exemple, dans cette question d'authenticité, entre la question que doit se poser l'historien, ces sources se trouvent-elles conservées au même endroit, par exemple, depuis toujours, ou ont-elles été déplacées? Et le déplacement des sources peut déjà être un début
de réponse à cette question d'authenticité. Troisièmement, l'authenticité d'un document ne peut ressortir que du croisement de plusieurs preuves. L'écriture, la nature du support, parchemin, papier, etc. Donc, croisement de plusieurs preuves. Ça, c'est très important dans cet aspect du travail critique que fait Mabillon, et aussi dans cet aspect du travail critique sur les sources qui est le propre de la définition de l'historien chez quelqu'un comme Marc Bloch, comme je le rappelais tout à l'heure. Quatrième point, des erreurs ne doivent pas nécessairement mettre en doute l'authenticité d'un document. C'est-à-dire lorsqu'un document livre une date ou un nom qui paraissent l'un comme l'autre impossibles dans le contexte dans lequel le document a dû être écrit, eh bien, ces erreurs ne doivent pas jeter la suspicion sur l'ensemble du document. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces erreurs ont pu se glisser dans la rédaction, dans la version qu'un copiste ultérieur a introduit dans sa lecture. Cinquième point, les données fournies par les historiens anciens ou encore les données fournies par les inscriptions ne doivent pas porter préjudice au jugement de l'historien. Il ne faut pas nécessairement leur préférer le témoignage d'un historien ancien. Même chez les auteurs contemporains d'un événement, on peut trouver des erreurs. Donc là, il résume, au fond, la suspicion qui est jetée, une fois pour toutes, sur le témoignage. Le témoignage doit être regardé, examiné avec autant de suspicion que les sources anciennes elles-mêmes. Sixième et dernier point, l'adjonction de gloses ou d'indications dans des copies de sources anciennes, de textes anciens, ne doit pas militer contre l'authenticité de ces sources. Donc là encore, il s'agit simplement de savoir distinguer la glose du texte, l'adjonction du texte original et le progrès est évident vers une vérité de ces textes. Ça, c'est un point tout à fait intéressant, l'étude des gloses, qui ne doit pas être un argument contre l'authenticité. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a chez Mabillon, j'allais dire au centre de sa réflexion, et toujours comme une visée essentielle de sa méthode, le texte, le diplôme ancien, l'archive. Et dans le traité des études monastiques, il énumère quelques observations sur la connaissance des anciens manuscrits, dans le but de corriger les auteurs anciens, c'est-à-dire les historiens qui, avant lui, ont utilisé ces anciens manuscrits. Alors, là encore, il y a une succession de règles, je m'excuse, mais elles sont même plus nombreuses, elles sont au nombre de 11. Je vais rapidement les énoncer parce qu'elles nous montrent vraiment nous entrons dans l'atelier de l'historien, si vous voulez, nous entrons dans son laboratoire, et là, il nous donne toutes les indications, toutes les procédures par lesquelles il faut faire passer l'examen d'un manuscrit ancien. Premier point, les plus anciens manuscrits sont généralement les plus purs. Généralement. C'est-à-dire que plus un manuscrit est ancien, plus nous pouvons considérer qu'il est proche de l'événement qu'il relate. Mais généralement les plus purs, il ne faut pas non plus systématiser puisqu'il y a tout un travail d'enquête à faire sur ces manuscrits. Deuxième point, on peut parvenir à distinguer l'ancienneté d'un manuscrit par la forme du caractère et par le manuscrit lui-même. Donc l'écriture est un élément essentiel dans la caractérisation
dans la datation d'un manuscrit. Troisième point, parfois, et vous allez voir que c'est tout de suite une sorte de complément du premier élément qui disait que les anciens manuscrits sont généralement, les plus anciens sont généralement les plus purs. Troisième point, parfois, dit Mabillon, il faut préférer aux anciens, trop défectueux, des manuscrits plus récents. Il peut exister dans une tradition de manuscrits, imaginez plusieurs versions d'un même texte, eh bien, on peut arriver à la suite d'une réflexion, d'une recherche sur le manuscrit en question, on peut parvenir à la conclusion que des versions plus récentes sont moins fausses que des versions plus anciennes, qui ont été mal comprises, mal lues, mal interprétées. Quatrième point, il faut parfois consulter plusieurs manuscrits pour corriger un texte. Non, voilà, la juxtaposition des manuscrits, la comparaison, la confrontation des uns avec les autres permet parfois de corriger un texte. Cinquièmement, les manuscrits d'un seul auteur conservés dans les bibliothèques d'une même province, on parle d'une province ecclésiastique, ont souvent été écrits sous un même lecteur qui les dictait à plusieurs copistes. Alors vous imaginez le type de travail qu'il restitue, un lecteur qui, dans une abbaye, lit un texte et il a devant lui plusieurs copistes qui en prennent note, qui au fond sont sous la dictée de ce lecteur. C'est une hypothèse qui se vérifie tout à fait, qui est extrêmement intéressante. Pourquoi ainsi ces plusieurs manuscrits seraient plus proches les uns des autres parce qu'ils viennent d'une même province ecclésiastique. Sixième point, les conjectures qui ne sont appuyées sur aucun manuscrit doivent être écartées. S'il y a conjecture de la part de l'historien, qu'il les mette en note, dit Mabillon, mais sûrement pas, elles ne doivent sûrement pas faire partie de son interprétation historique. Septième point, il faut savoir distinguer les orthographes des anciens, les changements de lettres, les abréviations. Huitième point, lors de l'examen de plusieurs manuscrits d'un auteur, celui qui tient l'imprimé doit prononcer distinctement. Alors, il y a là une question très intéressante qui consiste à comparer une version imprimée et des versions manuscrites. Celui à partir duquel il faut faire la lecture des manuscrits, c'est le lecteur de l'imprimé. Et prononcer distinctement, ça veut dire qu'il ne peut pas se glisser de faute dans le document manuscrit. Neuvième point, dans la confrontation d'un imprimé avec des manuscrits, il faut marquer la ligne où tombe la correction. Donc s'il y a lieu de reprendre un imprimé parce qu'on a retrouvé une source manuscrite ancienne qu'on ne connaissait pas au moment de l'impression de ce texte, eh bien, il faut faire une sorte de collation avec des marques très précises pour chaque ligne lue et corrigée, si nécessaire. Dixièmement, il faut marquer toutes les diversités. Donc, dès qu'il y a une version différente, il faut la noter. Et onzième et dernier point, il faut donc peser toutes les diversités et s'il y a doute, il faut mettre la note pour une note de variante, ou une variante en note, si vous préférez. Donc, peser toutes les diversités. Autrement dit, il considère déjà qu'un historien des temps futurs pourra peut-être être amené à interpréter différemment les textes que lui-même interprète, et donc il faut lui laisser la possibilité de le faire à partir de cette espèce d'archéologie, je dirais, de stratification que constituera la note contenant les différentes variantes. Je poursuis encore un petit peu cet examen de Mabillon avant la pause. Les idées de Giulio Mancini, selon lesquelles l'étude des œuvres d'art doit prendre pour modèle la paléographie, est donc complètement réactivée là par Mabillon. Mabillon part bien essentiellement
du manuscrit et de son écriture, de son état. Il opère aussi un changement radical par rapport à la métaphore biologique de la croissance, ou si vous voulez, de l'évolution, qu'avaient adopté par exemple les historiens, ou Vasari déjà. Il établit des types variables d'écriture selon le lieu, selon le moment et selon la fonction des textes. Donc ça, c'est tout à fait important, hein, cette idée qu'il ne peut pas y avoir simplement une sorte de développement linéaire, même s'il est cyclique, comme il l'est chez Vasari, c'est d'ailleurs toute la contradiction du temps historique chez Vasari, mais qu'il y a à prendre en compte le lieu et le moment historique de la rédaction et la fonction des textes. Les types d'écriture qu'il distingue, il les distingue sur une longue durée, entre la fin de l'Empire romain et le XIIIe siècle. Donc voilà comment s'introduit le Moyen-Âge dans la prise en compte de ce développement particulier de l'écriture. Il y a des variations régionales qui obéissent à des rythmes de modification différents. Il observe aussi le recours à des modèles antiques durant tout le Moyen-Âge, et ce qui lui permet de distinguer 4 types d'écriture: la Romana Vetus, la Gothica, l'Anglo-Saxonica et la Longobardia. Ce sont des distinctions qui, pour nous, maintenant, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup d'importance, mais enfin, il est tout à fait essentiel de voir comment il procède à des classements, et ces classements doivent eux-mêmes servir à l'étude à ses collègues. Il introduit pour la première fois dans le domaine de la paléographie l'idée d'une distance historique qui sépare le lecteur moderne de l'objet de sa recherche. La distance, la notion de distance historique est quelque chose de tout à fait essentiel pour les historiens que nous allons examiner au fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, sur le modèle des travaux qui sont faits en Italie et à Rome, il existerait pour Mabillon, pour les Moristes, 2 types de monuments qu'il faut prendre en compte: ceux liés au rite religieux, évidemment, représentation de rites, objets rituels, etc., tout ce qui est lié au culte lui-même, et l'autre type de document, ce qui est assez surprenant pour nous aujourd'hui, ce sont les portraits du Moyen-Âge, les portraits de souverains, évidemment les portraits de papes, et même les portraits de saints, ce qui est une question pas tout à fait absurde. Vous allez me dire, mais les saints étaient morts depuis bien longtemps lorsque leurs portraits ont été faits au Moyen-Âge, évidemment, mais quand même, pour quelques-uns d'entre eux, non. Saint François d'Assise a été portraituré de son vivant. Donc il y a des saints pour lesquels nous connaissons, en particulier dans l'ordre franciscain et dans l'ordre dominicain, des portraits réels. Mais enfin ici, Mabillon ne pense pas à cette distinction. Il pense au portrait des saints d'une manière générale. Donc le portrait a là une place importante dans la définition de l'objet documentaire. Ils utilisent évidemment aussi des reproductions gravées, au même titre que les copies des sources diplomatiques. Ils visitent, pas seulement Mabillon et Bernard de Montfaucon, un grand nombre de lieux en Italie. Il y a des étapes obligées, je dirais. Monte Cassino en est une. On sait l'importance de Monte Cassino pour l'histoire de l'ordre bénédictin, mais aussi, comme le font Mabillon et Michel Germain, qui est un autre mauriste qui l'accompagne, ils se rendent aussi à Turin et cherchent toutes les sources relatives au Moyen-Âge latin, s'assurant de leur authenticité, de leur âge et de leur provenance, les transcrivant et réalisant des copies des documents les plus importants. Donc cet effort extraordinaire qu'ils ont accompli pendant leurs quelques mois de voyage en Italie leur permet de rapporter des documents transcrits, non pas simplement par leur écriture de moines du XVIIe siècle, mais transcrits fidèlement, je dirais aujourd'hui, comme des photocopies
pourrait nous transcrire fidèlement l'écriture d'un document. C'est en Italie, en réalité, au contact de ces documents, que Mabillon a élaboré ce qu'on appelait sa polyhistoire, une histoire qui intègre l'œuvre d'art dans les témoignages historiques du Moyen-Âge. Et c'est dans son Museum Italicum de 1687 qu'il présente pour la première fois les œuvres d'art comme témoignages historiques. Ce livre comprend 2 parties, un recueil de sources relatives au rite romain et un récit du voyage lui-même, Iter Italicum, qui est un récit littéraire, un peu comme celui que les 2 Moristes avaient fait en France et dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là aussi, ces voyages, ces récits de voyage sont des documents extrêmement importants dans, je dirais, l'histoire du récit de voyage d'une façon générale. Et on sait l'importance que le récit de voyage a eu dans la formation de l'histoire de l'art. Donc son but est bel et bien de dépasser l'histoire de l'Église et l'histoire politique pour atteindre à une véritable histoire culturelle. Et au fur et à mesure qu'il progresse dans ses recherches, on sent bien que pour Mabillon, les œuvres d'art lui paraissent de plus en plus importantes, à même de nous renseigner sur cette histoire culturelle mieux que n'importe quel autre document. Et d'une certaine façon, on voit bien comment il entre dans une histoire culturelle qui a pour lointain modèle, par exemple, l'histoire de Varron, qui fournit un aperçu de tous les aspects de l'histoire romaine, l'histoire culturelle, une histoire globale. Je vous donne un élément d'information presque anecdotique, mais qui est très éloquent par rapport à ce souci d'authentification, de vérité de la part de Mabillon. Il refuse de publier une gravure du voile de Véronique sous prétexte que les traits du Christ n'étaient pas authentiques. Là, c'est magnifique comme exigence d'authenticité. Donc là aussi, il soumet sa réflexion et son objet à cette capacité ou non de distinguer le vrai du faux. Alors, je saute quelques passages de ce que j'avais prévu de vous dire. Oui, en insistant peut-être encore sur la personnalité d'un homme qui a joué un très très grand rôle dans la connaissance de ce Moyen-Âge que va nous permettre de découvrir Mabillon en particulier, mais aussi Berlin de Montfaucon, c'est François Roger de Gagnères. François Roger de Gagnères, qui est né en 1642, mort en 1715, et qui est connu parce qu'il nous a laissé une quantité considérable, des centaines de dessins, qui ne sont pas tous de lui, montrant aussi bien des vues topographiques, des tombeaux du Moyen-Âge, des vitraux, des armoiries, des tapisseries, des sculptures. La plupart de ces relevés concernent souvent des objets qui ont totalement disparu aujourd'hui, donc ce sont des documents d'une très grande importance sur le plan historique et pour l'histoire de l'art. Et déjà, Gagnères avait souhaité en 1703, donc bien avant les révolutionnaires des années 90, 1790, il avait souhaité que l'on ne détruise aucun monument sans une permission expresse qui serait donnée par un inspecteur spécialement nommé. Il anticipe sur certaines des dispositions de la Révolution, après les grandes crises iconoclastes, et il anticipe surtout sur les dispositions qui seront prises au XIXe siècle par la Commission des monuments historiques. Donc là, de légiférer en quelque sorte sur la possibilité de conserver ou non des monuments anciens. Alors, cette idée est une idée qui n'aura aucun avenir, comme vous le savez. Néanmoins, le fait qu'elle ait été proposée par un homme comme Gagnères montre dans quel climat nous sommes autour de 1700. C'est pas dans l'ambiance d'un très grand intérêt pour les monuments du passé, même si cet intérêt, aussi bien chez Gagnères que chez les Moristes, est essentiellement
tournée vers la connaissance de l'histoire et comment on dirait aujourd'hui des objets artistiques qui sont pour nous des objets artistiques étaient là essentiellement des objets documentaires pour l'écriture de l'histoire. Voilà, on va faire une pause de quelques minutes avant d'aborder la deuxième partie du cours.